Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. J'ai offert à mon fils une tente pour son anniversaire. Nous sommes partis camper sur la plage de Changi. Cela me rappelle mon enfance, quand je vivais encore sur l'île de Pulau Ubin. Ce soir-là, nous rencontrons d'autres familles avec lesquelles nous discutons en dégustant un nasi lemak. Je m'endors avec nostalgie dans le son familier des vagues. Je suis étudiante. Je porte un tudong, un voile, comme de nombreuses femmes musulmanes à Singapour. Je vais recevoir un prix de la part du président lors d'une cérémonie en l'honneur des meilleurs étudiants malais. Il me tend la main. Non, je ne peux pas la lui serrer. Je ne peux pas serrer la main d'un homme. Mes parents ont honte. Ils disent que j'ai humilié le président. Je suis étudiant en médecine. On m'envoie parce que je suis malais au chevet d'une adolescente. Elle est malaise, évidemment. Et elle est enceinte. Le cliché parfait de la minorité à problème. Mais moi, je ne fais plus partie de ce monde. Je viens de recevoir les résultats de ma mammographie. Des souvenirs remontent de récits traditionnels malais, du tétèque en particulier, ce fantôme qui étouffe les enfants entre ses seins putréfiés. J'ai du mal à joindre les deux bouts et je parle mal anglais. Alors c'est en malais que je recommande à mon fils de se lier d'amitié avec des garçons chinois. Et si j'avais juste envie d'être moi? Je lis les Malay Sketches d'Alfian Saad, paru chez Ethos Book à Singapour en 2012 et réédité aux États-Unis par Goody Boy en 2018. Je suis Julie Moulin. Vous écoutez Marcher entre les lignes. Wahai kasih, kerana hujan masih renyai. J'ai découvert Alfian Saad en même temps que le théâtre Wild Rice à Funan. Alfian Saad y est dramaturge en résidence depuis 2004. Ce théâtre propose des pièces satiriques, souvent très drôles, dont on ne sort pas indifférent. Quand j'étais immobilisée, je les avais même contactés pour savoir si je pouvais venir assister à une de leurs productions avec ma chaise inclinée. Mais la salle est trop petite. J'étais tellement déçue. J'avais tellement l'impression d'être coupée de tout, bon, sauf des livres. Désormais, chaque fois que je peux assister à une de leurs pièces, assise comme les autres sur un siège, je mesure ma chance. Alors j'y vais souvent. Il y a même des soirs où les pièces sont sous-titrées de manière à les rendre accessibles aux personnes malentendantes. C'est bien pratique pour celles et ceux comme moi dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Récemment, je suis allée voir la pièce Merdeka. Merdeka, ça veut dire liberté en malais, et par extension indépendance. Ce fut le cri de ralliement des populations malaises, indonésiennes et singapouriennes lors des mouvements de décolonisation. La pièce revisite justement l'héritage colonial de Singapour. Elle a été montée pour la première fois par Alfian Saad et Neo Hai Bin en 2019, lors du bicentenaire de la création de Singapour par Stamford Raffles. Elle était rejouée en mai dernier par la troupe des jeunes comédiens de Wild Rice. Mais avant que Raffles n'achète l'île en 1819 à un sultan malais pour le compte de la couronne britannique, Singapour et l'archipel malais avaient en réalité un passé commun de plus de 500 ans. Quant à l'époque de la colonisation, elle ne fut pas aussi rose qu'on aimerait la raconter. Alors, quelle lecture faire de l'histoire coloniale? Comment interpréter le passé? Si Raffles reste indéboulonnable et omniprésent, jusqu'à donner son nom à un centre commercial, Alfian Saad et Neo Hai Bin proposent dans cette pièce, à l'aide de documents historiques, l'amorce d'une histoire décoloniale et émancipatrice. Dans un essai collectif intitulé Raffles Renounced, publié en 2021 chez Ethos Book et qui documente cette pièce, Alfian Saad ajoute « À moins d'être attentif aux séquelles laissées par le colonialisme, nous prenons le risque de verser à notre tour dans l'impérialisme. »
Il mentionne à ce titre comment Singapour, le pays le plus riche d'Asie du Sud-Est, a importé du sable d'autres pays asiatiques pour ses projets d'extension sur la mer. Ou comment le pays fait venir de la main-d'œuvre étrangère très bon marché pour se développer. Des thèmes que nous avons plusieurs fois rencontrés dans ce podcast. Le rapport au passé est d'autant plus complexe pour la communauté malaise. Lors des épisodes précédents, nous avons parlé des différents dialectes chinois, des Singapouriens indiens et des Indiens expatriés, des workers bangladais et des helpers philippines. Nous avons mentionné la communauté eurasienne. Mais qui habitait ce territoire au départ ? Les Malais, bien sûr, qui sont d'ailleurs reconnus aujourd'hui comme peuple autochtone. Et quelle est la langue nationale ? Le malais. Au moment de l'indépendance en 1963, Singapour fait d'abord partie de la Grande Fédération de Malaisie. Mais dès 1965, pour des raisons politiques, ethniques et économiques, les deux pays se séparent. On a vu les larmes versées par Lee Kuan Yew au moment de l'annoncer à la télévision. Le pays n'a aucune ressource sinon sa force vive. L'anglais, la langue des anciens colons, est encouragé pour souder la nouvelle nation. Quant aux Malais, ils deviennent progressivement une minorité ethnique sur un territoire majoritairement peuplé de migrants chinois. Dans cet épisode, je suis partie à leur rencontre. Les Malay Sketches d'Alfian Sa'at sont un classique à Singapour. L'ouvrage de référence pour qui veut découvrir ou approfondir sa connaissance de la communauté malaise. Ce sont 36 portraits de Singapouriens malais, des petites histoires édifiantes et bien ficelées, ponctuées de 12 vignettes qui nous font traverser Singapour le temps de 24 heures. Jamais le titre de ce podcast, Marcher entre les lignes, n'aura été si propice. Alfian Sa'at donne la parole à une communauté souvent silencieuse, sinon silenciée. L'artiste a la réputation d'aborder sans embâche les sujets polémiques. Dans la scénette qui ouvre le recueil, intitulée The Convert, le converti, c'est un Singapourien d'origine chinoise que l'on transfère dans une autre unité de l'armée parce qu'il a épousé une Singapourienne malaise et s'est converti à l'islam. Ce n'est ici un secret pour personne. 60 ans après la séparation avec la Malaisie, on craint encore de confier des postes militaires stratégiques à des Singapouriens d'origine malaise ou convertis. Jérôme Bouchot, fin connaisseur de la littérature asiatique, a traduit ce texte dans le premier numéro de la revue littéraire Gentayu, Jeunesse et Identité, qu'il a dirigé de 2015 à 2022. Elle est disponible en e-book. Les références sont dans la description de cet épisode. On trouvera également dans ce numéro de la revue Gentayu la traduction du texte suivant, Losing Touch, perte de contact, dans lequel une jeune étudiante voilée crée le scandale en refusant de serrer la main du président. Le président est un homme et je ne suis pas censée avoir le moindre contact physique avec le sexe opposé, se dit-elle. Sa famille lui en veut d'avoir humilié le grand homme. Il faut s'adapter. Alors elle lui écrit une lettre. Au moment de la poster, pourtant, elle hésite. J'ai demandé à Farida Harit de nous lire un extrait. When I reached the post box later that day, I found myself confronted by two different slots, Singapore and other countries. It made me pause for a while. My sister had asked who I was. What kind of country did I see myself living in? What kind of country did I want for myself? I wasn't different for the sake of being different, and being different is not the same as being Plus tard ce jour-là, quand je suis arrivée devant la boîte postale, je me suis retrouvée face à deux fentes, Singapour et autre pays. Je me suis arrêtée un instant. Ma sœur m'avait demandé qui j'étais, dans quel genre de pays je me voyais vivre, de quel genre de nation souhaitais-je faire partie. Après tout, je n'étais pas différente simplement dans le but d'affirmer ma différence. Et être différente, ce n'est quand même pas la même chose qu'être difficile. Extrait de Gentayu, revue littéraire d'Asie, numéro 1, Jeunesse et Identité. Traduction Jérôme Bouchot. La question du voile revient dans The Drawer, le tiroir. Ici, c'est une mère qui supplie sa fille de ne pas porter son tudong lors d'un entretien d'embauche. Déjà que la plupart des annonces exigent de savoir parler le mandarin. Sa fille n'en a cure et obtient le job.
Alfian Saad décrit souvent ce désir des parents malais de voir leurs enfants réussir, les dépasser, et pour cela assimiler s'il le faut la culture dominante chinoise. Dans Shallow Focus, une faible profondeur de champ, une mère d'origine malaise exhorte son fils à imiter ses camarades d'origine chinoise, de sorte de percer le secret de leur succès. Écoutons Farida nous en lire un extrait. I was silent during our drive back home. As we were reaching the car park, my mother said, "You remember how I always told you to become like him?" "Yes," I said. "Always follow whatever the Chinese students do. Find out what's their secret." My mother smiled. "Now he's asking you to help him find work." "So what, Ma?" I raised my voice. "Does that mean I've become more Chinese than him?" In the evening, I went to my sister's room after a very tense dinner. My mother had refused to speak to me after my outburst. I gazed at my sister's school project, a stack of photographs she had laid out on her table. "What a silly thing to say," she said. "So he's doing what makes him happy. Does that mean he's become more Malay than you?" À l'occasion d'une séance photo destinée à immortaliser sa réussite scolaire, ce fils retrouve justement un ancien camarade d'école chinois devenu quant à lui photographe. Ce dernier le sollicite pour du travail. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le fils s'en prend à sa mère. Est-ce que cela signifie que je suis devenu plus chinois que lui ? Sa sœur, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'université, mais qui a intégré une école d'art, trouve cette remarque complètement stupide. Cet étudiant d'origine chinoise, en se consacrant à sa passion, n'est-il pas en réalité celui des deux qui a le mieux réussi ? Il fait ce qui le rend heureux, dit-elle à son frère. Est-il pour autant devenu plus malais que toi ? Je trouve la rhétorique savoureuse. Chez Alfian Saad, le discours est cash mais subtil. L'authenticité culturelle n'est pas une notion rigide. Comme le souligne T.F. Roden dans la revue en ligne Asian Review of Books, l'identité fluctue plutôt en fonction des circonstances et des expériences individuelles. Ainsi, dans A Howling, un chien qui hurle, une femme malaise prend la défense de la domestique indonésienne, musulmane, qui travaille pour ses voisins d'origine chinoise. Elle la voit en effet s'occuper de leur chien, un animal avec lequel les musulmans n'ont normalement pas le droit d'entrer en contact. Or, il manque à cette dame une pièce du puzzle. Le chien dans cette famille est plus qu'un chien. Dans The Barber Shop, le coiffeur, c'est un enfant qui se sent exclu de sa communauté parce qu'il prononce mal le malais alors que c'est sa langue maternelle. Son anglais qu'il apprend à l'école est meilleur. La langue devrait-elle être un problème ? Interroge Alfian Saad. Du coiffeur qui intimide tant l'enfant, celui-ci devenu adulte dit « Living in Singapore for so long and having served customers of many races, was it even possible that he could not have comprehended my English? I thought of all the purists who appoint themselves as the linguistic police, who insist on rigid notions of cultural authenticity. » Avoir vécu à Singapour depuis si longtemps et avoir coiffé des gens de tant de races différentes, comment se faisait-il qu'ils ne comprennent pas mon anglais ? La cruauté des différences sociales est partout, et même lorsqu'on se hisse sur l'échelle sociale. Dans Cold Comfort, une maigre consolation, Razmi, un jeune médecin, est envoyé au chevet d'une adolescente malaise enceinte. But here she was revealing herself as yet another unsavory statistic, the unwed teenage mother from the problem minority. Was it because of people like her that Razmi chose to study medicine? He wondered whether the girl had told Cheryl that her pregnancy was unplanned. He felt angry all of a sudden, as if she had undone all the work he had put in to cultivate an image agreeable under the gaze of those like Cheryl. Or, Razmi n'appartient plus à ce monde-là. C'est même peut-être pour cela qu'il a choisi médecine. Les stéréotypes agissent sur lui comme un répulsif. Comme on l'entend ici, Razmi en veut à la jeune patiente, dont la grossesse prématurée contrarie les efforts qu'il fournit pour donner de lui une image acceptable à Cheryl, sa consoeur d'origine chinoise. De scénette en scénette, on entend une même revendication. Je peux être malais ou malaise, musulman ou musulmane, et me sentir pour autant pleinement singapourien ou singapourienne. Comme je peux être singapourien ou singapourienne, et conserver mes valeurs et ma culture malaise. Être malais ne veut pas dire être marginalisé. Je peux aussi être juste moi, comme finit par le comprendre Maysara,
dans Foreign Language, une langue étrangère. Mais Sarah a la quarantaine et elle ne porte pas le voile. On le tolère parce qu'elle n'est pas mariée. Mais Sarah n'aime pas ce que cela sous-entend. The tudung then seemed to be something she withheld, almost sulkily, to spite her Le fleet. tudung finissait par être quelque chose qu'elle repoussait, presque par bouderie, pour contrarier son destin. Mais Sarah ne se sent aucune affinité avec les hommes malais. Elle finit par rencontrer dans un cours d'arabe un Québécois. What should I do? She asked. Just be my Sarah. Qu'est-ce que je dois faire lui demande-t-elle alors que son attirance pour lui grandit. Sois juste Sarah, lui répond-il. Alfian Saad déconstruit les clichés, que ce soit les adolescentes enceintes de pères inconnus ou les problèmes de drogue, car c'est souvent pour parler de sujets plus larges, comme la condition des femmes, l'avortement ou encore la peine de mort. Dans The Send-Off, le départ, Dallan est pressenti comme le prochain bourreau de l'administration pénitentiaire dans laquelle il travaille. Le bourreau qu'il doit remplacer lui explique les ficelles du métier. Il apprend à Dallan comment être à la fois efficace et empathique. Ainsi enduit-il de savon la corde afin de rendre le départ du condamné le plus agréable possible. Cela les relaxe, explique-t-il, un peu comme l'aromathérapie. Il n'y a rien de plus naturel que la pendaison, ajoute-t-il plus loin. Le condamné peut se réjouir de pouvoir donner son corps à la science. Reste que le travail n'est pas facile, admet-il, surtout quand le détenu entame une grève de la faim. Car il faut recalculer la taille de la corde en fonction du poids du pendu. Le texte est complètement absurde et d'autant plus violent. Dallan est confronté à un cas de conscience dont je vous laisse découvrir l'issue. Les Malay Sketches ne seraient pas des scénettes malaises sans des histoires de fantômes, les hantu, si présents dans le folklore local. J'en ai fait des cauchemars quand je les lisais en Indonésie, tandis que ma famille vaquait à ses activités sportives. Je vous en présente quelques-uns. Le Tetek, une femme qui étouffe des enfants entre ses seins putréfiés. Dans le Hantu Tetek Story, une femme se souvient de cette superstition en recevant les clichés de sa mammographie. Le Kumkum, une femme ensorcelée à cause de sa vanité qui terrorise les foyers par son insatiable appétit pour des vierges. Dans le Hantu Kumkum Story, Alfian Saad l'applique à un jeune homme obsédé par son corps. Et le fameux Pontianak, le fantôme d'une femme morte en accouchant. Dans A Pontianak Story, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus vivant qui se croit morte. Mais du psychiatre, écrivain à ses heures qu'elle consulte, ou de la patiente psychotique, qui est le véritable vampire. Une de mes scénettes préférées. Et enfin le Toyol, un fœtus mort-né qui dérange les affaires des vivants. Dans A Toyol Story, il devient la métaphore de la sénilité grandissante d'un vieil homme. Écrire sur les Malais, c'est enfin écrire sur la nostalgie d'un temps révolu. J'ai été transportée par le texte Overnight, une nuit, et les souvenirs de la vie de village sur Pulau Ubin, une île aujourd'hui surtout connue pour les sorties à vélo. Lors du Singapore Heritage Festival, tous les ans au mois de mai, on peut aller y visiter le dernier village authentique de Singapour. Farisha, originaire de cette île, va camper sur la plage de Changi avec son mari et son fils. Farisha was the first to drift to sleep. The sound of the waves, a familiar, regretful lullaby. Farisha fut la première à s'endormir. Le bruit des vagues était une berceuse familière et regrettée. Comme Farisha, j'ai campé sur une plage à Singapour. Ce n'était pas à Changi mais à Pasiris, en février 2021, peu de temps avant ma crise. Nous étions en pleine pandémie de Covid et nous n'avions pas le droit de nous mélanger à nos amis. Mais comme elle, j'avais aimé, malgré la chaleur suffocante, dormir bercée par le bruit des vagues. Une escapade hors de la ville. Dans ce texte, les campeurs d'Alfian Saad se souviennent non seulement du village côtier de leur enfance, mais aussi des expulsions. Ils ont pris notre village, s'exclame Farisha, et nous ont donné le camping à la place. On apprend d'ailleurs l'existence de sans-abri à Singapour, contraints d'évacuer au petit matin, faute de permis de camper à présenter aux rangers. Le souvenir du village va de pair avec le souvenir des évictions, écrit Alfian Saad.
Une autre de mes scénettes favorites est Singapore by Night, Singapour de nuit. On se fait grâce à ce texte une playlist de titres, des chansons que vous entendez en bande-son depuis le début de cet épisode. Je connaissais P. Ramlee, crooner et compositeur de nombreuses musiques de films. On a récemment célébré son œuvre à Wild Rice. Je découvre les musiques de Saloma, qui fut son épouse, de Kartina Dari, originaire de Java, de Rafea Buang, de l'île de Baiwan, et de Sharifa Aini, qui était arabe. Je découvre également un nouvel instrument de musique, le kerokong, sorte de ukulélé importé par les Portugais en Indonésie. Il donne le nom à un style de musique indonésien mêlant flûte, guitare, violon et kerokong donc. Une rencontre entre la saudade portugaise et le rindu malais, écrit Alfian Sa'at. Deux expressions de la nostalgie chez deux peuples marins. Bob, le héros de cette scénette, dit du kerokong. The sound it produced was a distinctively island sound. Combined with the flute, it evoked languor and listlessness, the strumming of coconut fronds by the sea. Le son qu'il produit est typiquement insulaire. Combiné à la flûte, il évoque la langueur et l'indolence, le bruissement des palmes de cocotiers sous l'effet de la brise marine. Et j'ajouterai la nostalgie du temps où Singapour faisait partie de la Malaisie. Écoutons Kerokong Singapura, Singapura Watu Malam de Saloma, écrite en 1962. Singapura Watu Malam, lampu neon indah berkilauan, gedung tinggi gemerlapan, suruh megah tiada sejak dulu dan sudah Singapura tak kurang kisahnya. Antaranya paling dahsyat ikan toda melanggar zaman pun berubah sudah, kini negeri makmur tambah permai. Singapura makin indah, rakyat hidup damai. Singapura maju jaya, tetap dalam aman dan sentosa. Makin hari tambah kaya, apa bila di dalam Malaysia. Depuis la nuit des temps, Singapour foisonne de récits. Ne vaudrait-il pas mieux émigrer en Malaisie, se demandent certains? Ou bien le pays rêvé n'est-il qu'une illusion? Dans la scénette Two Brothers, également traduite par Jérôme Bouchot, deux jumeaux incarnent cette dualité. Helmi fait carrière en Malaisie, où il a obtenu un permis de résidence, tandis que son frère jumeau, Azri, caméraman à Singapour, vit encore chez leurs parents. Helmi s'alarme du nombre d'immigrés chinois à Singapour qui ne parlent pas anglais.
Ils narrent un incident dans le bus alors que leur mère ne parvient pas à obtenir de renseignements de la part du chauffeur chinois. Ils voudraient que le reste de la famille le suive en Malaisie. Je vous en lis un extrait. « On est pareil, Azri, dit-il subitement, comme s'il avait lu dans mes pensées. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi aussi je pensais que les choses étaient différentes à Singapour. Je pensais qu'on avait des règles différentes, des principes différents. Mais j'ai compris que c'était la même chose qu'ailleurs. Au bout du compte, c'est toujours une question de race. Fils du sol, fils de l'empereur jaune, c'est du pareil au même. Mais être pareil ne signifie pas être égaux. Soit tu domines, soit tu te laisses dominer. Donc toi tu vas là où tu peux dominer. Mais il n'y a aucun avenir pour nous à Singapour. Elmi, tout notre passé est à Singapour. » Extrait de Jeanne Taillou, Revue littéraire d'Asie numéro 1, Jeunesse et identité. Traduction Jérôme Bouchot. L'expression « fils du sol » Sons of the Soils fait référence aux Malais et à la politique malaisienne visant à favoriser cette ethnie par rapport aux autres. À Singapour, au contraire, la multiracialité et la multiculturalité sont des éléments fondateurs du récit national. Le respect des différences religieuses et ethniques est la condition même de la cohésion du pays. Ce que dit Elmi est donc assez subversif. Son double, son jumeau, vient tempérer son propos. Sa place est à Singapour. La gémellité figure les tiraillements qui agitent cette communauté. Dans un entretien accordé à Jérôme Bouchot lors de la sortie des Malay Sketches, Alfian Saad raconte aimer se rendre en Malaisie, où ce qui est stigmatisé à Singapour y est considéré là-bas comme des vertus. Il regrette qu'il soit encore difficile pour un Malais de dire ouvertement qu'il aime la Malaisie. Cela est parfois interprété comme un défaut de loyauté, voire un soutien au régime malaisien et à cette politique de ségrégation ethnique envers les minorités non malaises. Or, comme le répète Alfian Saad, l'identité malaise fait partie intégrante de l'identité singapourienne. La Malaisie encore. Dans A Starry Hill, 2 jeunes singapouriennes malaises partent en virée à Kuala Lumpur sans leurs parents. Là-bas, les gens parlent malais et on peut trouver des restaurants occidentaux halal. Mais ce dont elles rêvent, elles, c'est surtout de la vie nocturne dans le quartier de Bukit Bintang. Et parce qu'elles viennent de Singapour, elles se sentent un peu supérieures aux Malaisiennes. Une déconvenue fera dire à Shazila « We go up so as to discover who we are not. And we'll keep going up to discover it again and again. » Nous montons à Kuala Lumpur pour découvrir qui nous ne sommes pas. Et nous continuerons d'en faire l'expérience à chaque fois que nous viendrons ici. La question de l'identité malaise est déclinée sous toutes ses formes. Un tour de force. Dans la scénette intitulée « The Visitors », les visiteurs, elle est même vue de l'extérieur. Hidaya, singapourienne malaise, étudie à New York. Écoutez. In her class, for example, Hidaya often struggled to describe herself to others. Some of her classmates thought she was Filipino, while others assumed she was Latino. When she mentioned that she was from Singapore, there was a momentary look of understanding of their faces, which Hidaya knew was actually a misunderstanding. The next minute would be spent explaining that Singapore was not part of China, was nowhere near Hong Kong or Taiwan, and that she was not Chinese. Her classmates, who were a little bit more well-traveled, had a conception of Southeast Asia, but even then it was limited to the holiday bacchanals of Bangkok and Bali. And then when she also revealed that she was Muslim, she realized that this also required reorientation, steering them away from what they knew of Islam in the Middle East or the subcontinent. Ultimately, when she told them that she was Malay, this was often accompanied by another round of clarifications, that she wasn't Malaysian and that she wasn't of immigrant stock. Even if my ancestors came from Malaysia, she would say, you don't call it migration when all you have to do is cross a narrow straits. Even then, some of her classmates would mispronounce the word later, saying Malay or Malay. Hidaya decided that in New York, to introduce herself was not simply a matter of description, but also explanation. She often wondered whether she could somehow combine the two. Perhaps the secret lay in the order in which she presented herself, as Asian, Malay, Muslim, Singaporean. There were 16 different permutations of the order in which these 4 categories could be announced. Surely one of them would make sense in New York. Je vous résume selon passage.
Aux autres étudiants, Hidaya doit déjà commencer par clarifier qu'elle ne vient ni des Philippines ni d'Amérique latine. Puis leur expliquer que Singapour ne fait pas partie de la Chine et donc elle-même n'est pas chinoise. L'embarras croît lorsqu'elle leur signale qu'elle est musulmane. Ah, il y a des musulmans ailleurs qu'au Moyen-Orient ? Enfin, elle est malaise et non malaisienne. C'est peut-être le moment de préciser que les Malais sont une ethnie, tandis que les Malaisiens sont les citoyens de la Malaisie. À ce titre, il peut y avoir des Malaisiens d'origine chinoise, indienne ou malaise. Comme à Singapour, il y a des Singapouriens d'ethnies différentes. Hidaya doit donc expliquer qu'à Singapour, bien que malaise, elle n'est pas une immigrée, mais bien singapourienne. Elle se demande comment se présenter, dans quel ordre permuter les différentes facettes de son identité. Asiatique, malaise, musulmane, singapourienne. Sur ces 16 permutations possibles, il y en a bien une qui fera sens, se dit-elle. On ne peut, je crois, venir ou vivre à Singapour et faire l'économie de ce livre. Lisez-le et promenez-vous comme moi, de Payar-Lebar à Kaki Bukit, en passant par Geylang Serai, Tampines, Telok Blangah, Tanjong Pagar, Pasir Panjang, Bukit Batok, Bedok, Payar-Lebar, Kampong Glam et Kalang. Alfian Saad, vous l'aurez deviné, est un peu l'enfant terrible des lettres singapouriennes. Sur le site internet de la Bibliothèque nationale, on peut lire à son sujet qu'il est le seul auteur singapourien malais à avoir produit une œuvre conséquente en anglais. On lit aussi qu'il est connu pour son travail politiquement engagé. Alfian Saad est né à Singapour en 1977 et a grandi du côté de Tampines. Élève remarquable, il étudie à la Raffles Institution et au Raffles Junior College. Raffles un jour, Raffles toujours. Il obtient chaque fois des bourses en sa qualité de meilleur étudiant malais et s'initie au théâtre. De 15 ans à 17 ans, il participe au Creative Arts Programme sous la tutelle du dramaturge R.S. Sharma, en résidence dans un autre grand théâtre de Singapour, The Necessary Stage. Alfian Saad reçoit en 2001 la récompense du meilleur jeune artiste dans la catégorie littérature, suite à quoi il abandonne ses études de médecine. Il est 3 fois lauréat du meilleur script original au Live Theatre Awards du Straits-Times en 2005, 2010 et 2014. Il écrit tant du théâtre que des nouvelles et de la poésie. J'aurais adoré vous parler de sa poésie. Lisez, si vous le pouvez, A History of Amnesia, une histoire de l'amnésie. Sa pièce la plus connue, Hôtel, dure 5 heures. Elle sera rejouée à Wild Rise du 14 août au 21 septembre 2025. Elle déroule en 2 soirées une histoire alternative de Singapour en mettant en scène les différentes populations qui l'ont écrite. J'espère avoir une place. J'aurais aimé pouvoir interviewer Alfian Saad. Nous avions discuté de dates possibles. Hélas pour moi, mais heureusement pour le public, Alfian Saad, en ces mois de mai et juin 2025, est fort occupé. Sa pièce Dream Plays, Asian Boys Volume 1, va être rejouée à Wild Rise du 20 juin au 12 juillet. Il propose en parallèle un cycle de conférences sur le théâtre malais. Je l'avais rencontré de façon assez étonnante lors d'une soirée sur ce thème organisée par les étudiants en malais de l'Université de Singapour. En attendant que les interventions débutent, je scrollais sur Instagram. Et alors que j'étais venue spécialement l'écouter, voilà que je tombe sur un selfie de lui, posté de Corée du Sud. Imaginez ma déception. Sous le coup d'une impulsion ridicule, je me mets à commenter sous la photo son absence à la conférence. Mais quand je relève la tête, je le découvre en réalité assis, juste en face de moi, en train de scroller lui aussi sur son téléphone. Quelle nouille! J'efface vite mon message. Il ne me connaît même pas. La soirée commence. Alfian Saad ne cache pas sa surprise en me voyant dans la salle lorsqu'il monte sur l'estrade. Je lui fais un petit coucou stupide. Il viendra ensuite me voir en me demandant ce que contenait ce message que j'avais écrit puis effacé et qu'il avait donc remarqué mais qu'il n'avait pas eu le temps de lire. Je vous croyais en Corée, balbutiai-je. Le fait est qu'il en revenait juste et postait a posteriori des photos. Morale de l'histoire, s'il en faut une, pardonnez le poncif, le théâtre réunit tandis que les réseaux dispersent. Plus tard, nous nous recroiserons à la représentation de Merdeka. Alors, Alfian Saad aura la gentillesse de me communiquer son numéro de téléphone pour fixer un rendez-vous. Nous n'aurons malheureusement pas réussi à nous voir.
Revenons à cette soirée consacrée à l'avenir du théâtre malais. J'ai découvert ce soir-là chez les Singapouriens malais une forme d'auto-exclusion. Ainsi, à la question « Pourquoi les Malais ne vont-ils pas au théâtre ?», les réponses étaient certes le prix des places, mais aussi le caractère perçu comme élitiste du théâtre, et donc la faible exposition de la communauté malaise à cet art. La problématique ce soir-là est de savoir comment rendre le théâtre accessible à cette communauté, et dans ce contexte, réfléchir au rôle du théâtre malais, et notamment du théâtre en malais. Car le théâtre est par essence le lieu d'une expérience partagée. Comme le dit Alfian Sa'at, si nous allons voir une pièce en tant qu'individu, nous en ressortons membres d'une communauté. Enfin, le théâtre malais est le lieu miroir des évolutions du langage et de l'identité malaise, et parfois l'occasion d'une mise à distance critique de ses croyances et de ses valeurs. Lors de cette soirée, j'ai aussi découvert le théâtre Ekamatra, avec lequel Alfian Sa'at collabore. Ekamatra propose des pièces en malais sous-titrées en anglais, avec ce message simple : souder la communauté en évitant le piège du repli sur soi. Fin juin, j'irai voir leur nouvelle production sur la perte de mémoire à Singapour. Je voulais demander à Alfian Sa'at ce qui le faisait tendre vers tel ou tel genre littéraire. Je suis contente qu'il y ait répondu lors de son entretien avec Jérôme Bouchot. Alfian Sa'at dit pencher vers le théâtre quand il a besoin de compagnie, et vers la poésie ou la fiction s'il préfère se retrouver seul. Je pense que la traduction se trouve au milieu de ces deux pôles de sociabilité et de solitude, conclut-il. Je travaille seul, mais la voix de l'auteur m'accompagne. Sa voix m'aura accompagnée entre ces lignes. Merci Alfian Sa'at. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de penser à vous abonner sur une plateforme d'écoute, de m'attribuer 5 étoiles et de laisser un commentaire. Thank you Farida for the readings. Marcher entre les lignes s'arrête pour l'été. Je vous ai préparé une version sous-titrée en français et en anglais sur YouTube. Des épisodes à retrouver de façon hebdomadaire avec un tout nouveau visuel signé Hélène Le Chatelier. Merci à elle.